les podcasts de la Forge de l'Histoire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le premier épisode de la Forge de l'Histoire consacré à l'exil et les migrations. Aujourd'hui, nous accueillons les deux commissaires scientifiques de l'exposition du Musée de l'Homme, disponible jusqu'au 8 juin, intitulée « Migration, une odyssée humaine », Sylvie Mazella et Christine Vernat. Sylvie Mazella est directrice de recherche en sociologie au CNRS, spécialiste de l'immigration et des migrations en Méditerranée, de la sociologie urbaine, de la formation et de la circulation des migrations qualifiées nord-sud et sud-sud, ainsi que de la politique migratoire et de la politique d'enseignement supérieur au Maghreb. Elle a notamment publié Sociologie des migrations aux éditions Que sais-je. Christine Vernat, quant à elle, est paléanthropologue chercheuse au CNRS et au Musée de l'Homme, directrice du laboratoire Histoire naturelle des humanités préhistoriques au Musée d'Histoire naturelle. Ses recherches portent sur les espèces néandertales et sapiens, en particulier sur l'arrivée et l'installation des premières populations d'Homo sapiens sur le continent européen, et à des méthodes permettant de retracer les déplacements des humains au cours de leur vie. Cette conférence est donc l'occasion de découvrir les liens que l'on peut faire entre les migrations d'Homo sapiens à la préhistoire et celles réalisées à notre époque, mais aussi l'évolution de l'immigration et des déplacements durant toute l'histoire de l'humanité. Le résumé de la conférence. Après cette brève présentation de Christine Vernat et de Sylvie Mazella, nous vous proposons un rapide résumé de leur intervention autour de l'exposé Migration, une odyssée humaine au Musée de l'Homme, disponible jusqu'au 8 juin 2025. L'ensemble des êtres vivants, que ce soit animal ou végétal, change d'endroit. Notre espèce, Homo sapiens, ne fait donc pas exception. Apparue en Afrique il y a 300 000 ans, l'espèce serait sortie du continent africain il y a 70 000 ans, avant de se disperser sur l'ensemble des continents. On a tendance à représenter cette dispersion sous forme de flèches, mais c'est une représentation qui était fausse, car ces déplacements ne sont pas linéaires et il y a de nombreux arrêts ainsi que des retours. Ces migrations seraient dues au changement du climat, mais aussi par la curiosité ou parce qu'on est trop nombreux. Aujourd'hui, les migrants représentent 4% de la population mondiale. Les causes de ces migrations sont plurielles et imbriquées, familiales, climatiques, guerres, ou soit volontaires, études ou forcées. La migration forcée a triplé en 10 ans. Ces migrations concernent toutes les classes d'âge et tous les genres, même si on constate une féminisation et un abaissement de l'âge des migrants. Ce ne sont pas les plus misérables qui migrent, car il faut avoir, comme le rappelle Sylvie Mazella, il faut avoir un capital migratoire, savoir parler la langue de destination, s'appuyer sur un réseau de connaissances qui pourra nous aider pour partir et une fois arrivé à destination, avoir des compétences professionnelles, que l'on acquiert avant et pendant le déplacement. Les migrations de la préhistoire se faisaient de proche en proche, de génération en génération, généralement à pied, même pour aller sur le continent américain, car le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. Et maintenant, les déplacements sont bien plus rapides, avec les transports bateaux, avions, marches. La moitié des migrations internationales sont intracontinentales, jusqu'à 70% en Europe et en Afrique. Et elles se font généralement dans les pays proches, avec une nette augmentation des migrations sud-sud. Au niveau des bagages emportés, les hommes de la préhistoire emportaient avec eux une culture, des techniques, des outils, mais aussi des graines, des animaux, des maladies ou un génome. Les migrants d'aujourd'hui emportent tout ce dont ils ont besoin ou qui a une valeur symbolique et sentimentale pour eux. Le portable est un outil indispensable, information, contact, boussole et mémoire. Les interviews de la Forge de l'Histoire. Et maintenant, nous allons retrouver Christine Vernat pour son interview. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée avec Madame Mazella ? Eh bien, en 2018, je crois, il faudrait vérifier, mais en 2018, le Muséum d'Histoire naturelle, donc le Muséum national d'Histoire naturelle à Paris, a décidé d'écrire, dans le cadre de ses manifestes, un petit manifeste sur les migrations. Et pour cela, il a réuni une série de chercheurs, enseignants-chercheurs de disciplines variées. Et c'est à cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'exposition Migration, une odyssée humaine. Qu'est-ce qui vous a motivé à cette réalisation ? Eh bien, ça fait totalement suite donc à la rédaction de ce petit ouvrage qui avait été une réflexion vraiment transversale, et transdisciplinaire autour de la question des migrations et des déplacements humains. Et il nous a paru intéressant au Musée de l'Homme, qui est à la fois un musée qui s'empare de sujets de société et un musée laboratoire qui intègre donc deux laboratoires parmi lesquels le laboratoire que je dirige qui s'intéresse à la préhistoire, eh bien, de porter ce sujet dans une grande exposition. Et en quoi consiste cette exposition ? Dans cette exposition, le parti pris est de prendre du recul
pour confronter dans le tumulte de l'actualité concernant les migrations, pour prendre donc du recul sur le phénomène migratoire, en l'abordant avec le regard des scientifiques, en confrontant peut-être certaines idées reçues ou tout ce qu'on entend aujourd'hui à la réalité des faits, tels qu'ils sont documentés par donc les disciplines scientifiques très variées, en portant un regard vers l'arrière, sur le temps long, et puis aussi en l'incarnant à travers des témoignages. Et comment est-ce qu'on construit une telle exposition? Quelles sont un peu les étapes de cette construction? Eh bien, nous avons réuni d'abord un comité scientifique avec donc des séries de collègues démographes, historiens, juristes, archéologues, etc. Autour de la thématique. Nous avons discuté du parcours que nous souhaitions proposer, des contenus, des messages clés que nous voulions porter. Et puis nous avons construit progressivement le parcours avec 2 commissaires muséographiques qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Et comment arrivez-vous à vulgariser vos recherches pour justement cette exposition qui s'adresse à un public varié? Eh bien, il s'agit de partir des données de la recherche et puis ensuite d'en extraire les messages les plus importants et de travailler, donc, comme je l'ai dit, de concert avec les commissaires muséographiques, donc l'équipe du Musée de l'Homme. Nous avons travaillé avec elles, puisqu'il s'agissait de femmes commissaires muséographiques, pour donner à voir, pour mettre en place des objets, des dispositifs qui permettaient d'incarner et de traduire les messages scientifiques. Et après, une question très importante pour nous, sur quelle source se basent vos recherches? Mes recherches à moi? Oui. Oui, alors donc moi je suis paléoanthropologue, donc j'étudie les squelettes de nos ancêtres. Je m'intéresse plus particulièrement à l'histoire du peuplement de l'Europe par Néandertal et par Homo sapiens. Et en ce moment, je travaille surtout justement sur cette période de transition qui correspond à la disparition des derniers néandertaliens en Europe et au moment de l'arrivée des premiers groupes Homo sapiens sur les territoires européens. Et je travaille essentiellement en ce moment sur le territoire français. Et justement, en parlant de paléoanthropologie, c'est quoi la différence entre archéologie et paléoanthropologie? L'archéologie c'est vraiment va regrouper l'ensemble des disciplines qui s'intéressent donc à restituer l'histoire passée ancienne, et pour ce qui me concerne et ce qui concerne les gens de mon laboratoire, spécifiquement la préhistoire. Et donc sur un site archéologique en cours de fouille, on va trouver des spécialistes qui étudient les ossements de faune ou les outils en pierre taillée, donc les outils lithiques, les paléoanthropologues comme moi qui étudient les vestiges humains, mais aussi tout un tas d'autres disciplines qui permettent par exemple de dater les sites, d'en reconstruire les paléo-environnements, etc. Et quel lien peut-on faire entre les migrations d'autrefois et celles qu'on a aujourd'hui? Eh ben, c'est ce sur quoi nous avons travaillé beaucoup avec Sylvie, en dialoguant toutes les deux, en réfléchissant aux parallèles ou au contraire aux différences que l'on peut établir entre les migrations d'aujourd'hui et celles que l'on observe sur le temps très long qui, moi, me concerne davantage. Et on se rend compte à la fois d'un grand nombre de parallèles sur, par exemple, les causes de départ, les caractéristiques des déplacements, mais aussi des différences dans les modalités, évidemment, et puis des variations d'échelle entre migration ou déplacement des d'individus chasseurs-cueilleurs, collecteurs, nomades au cours d'une grande partie ou l'essentiel de la préhistoire, d'individus sédentaires plus récemment et jusqu'à aujourd'hui, et puis des variations d'échelle avec la dispersion. On parle davantage de dispersion quand on regarde ça à l'échelle macro de l'espèce, c'est-à-dire l'augmentation de l'aire d'occupation ou des territoires occupés par notre espèce sur la planète. Et pour la dernière question, qu'avez-vous pensé de la conférence? Laquelle? De celle qu'on organise là. Ah, l'ensemble, Oui, pas de notre propre conférence. Non. Eh bien, en tout cas, bravo pour l'organisation, pour la façon dont vous avez réuni un certain nombre d'intervenants pour aborder ces sujets. C'est vraiment, je pense que c'est une très belle journée et parfaitement organisée, et très bien chaque intervenant avant qui a présenté que ce soit les interventions ou organisé la session de questions. Tout est vraiment très bien fait et très bien pensé. Merci beaucoup, Madame Verna, Merci pour à vous. cette interview. Merci.
Et maintenant, nous nous retrouvons avec Madame Sylvie Mazella pour discuter autour de l'exposition Migration, une Odyssée humaine qui se trouve au Musée de l'Homme. Tout d'abord, comment est-ce que vous êtes rencontrée avec Madame Vernat ? Alors, avec Christine Vernat, donc paléo-anthropologue, la première fois que nous avons échangé, c'était dans le cadre d'un projet d'écriture au Muséum sur la migration, déjà les migrations, et qui réunissait aussi de manière très interdisciplinaire un certain nombre donc, de collègues pour aboutir à un manifeste. Un petit livre qui en fait est un projet, est une suite, une collection du Muséum de Paris. Et donc c'était à l'initiative du Muséum et de son directeur Bruno David, de son président, que nous nous sommes réunis pour l'écriture vraiment collective, collégiale d'un manifeste en 2018. Qu'est-ce qui vous a motivé pour la réalisation de cette exposition ? En fait, ça vient poursuivre justement ce projet d'échange et finalement d'interconnaissance entre la connaissance très contemporaine des migrations et celle très ancienne. Il y a vraiment poursuivre finalement ce premier projet qui avait donc été ce livre. Ensuite, il y a eu un colloque aussi qui était aussi très interdisciplinaire et co-organisé avec des collègues préhistoriens et préhistoriennes. Et donc, c'était sur le colloque portait sur le nomadisme et plus précisément sur les nomades. Qu'est-ce qu'être nomade au passé, au présent et à l'avenir. Et donc, c'était finalement toujours dans ce souci, dans cette envie de poursuivre le dialogue avec des collègues préhistoriens et généticiens aussi. Voilà, c'était vraiment cette motivation au départ. Et ensuite, c'est aussi une forme d'engagement de ma part, montrer au grand public un état de la connaissance sur les migrations qui soit le plus fiable possible et le plus actualisé possible. Voilà, pour moi, c'est une forme d'engagement citoyen que de montrer cet état de la connaissance et de montrer surtout aussi les questionnements ouverts de la science sur ce thème qui est si passionné et si politisé. Ainsi, concernant cette exposition, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la construction de celle-ci ? La difficulté, c'était qu'il n'y ait pas un hiatus temporel entre le très contemporain et le très ancien. L'idée, c'était vraiment d'amener le visiteur à se poser la question, mais finalement, quel enseignement majeur tire-t-on de cette plongée dans l'histoire de notre humanité au présent, en fait ? Quelles leçons on tire de cette plongée dans l'histoire de l'humanité ? Et donc, c'était un vrai pari qu'on n'ait pas finalement deux expositions dans une seule, quoi. Vraiment, et je pense que ça a été vraiment discuté. On a essayé de voir comment ces questions non seulement de mobilité, mais ces questions aussi par exemple, on l'a évoqué, les questions d'imaginaire, de curiosité, elles sont présentes aujourd'hui, elles sont présentes dans le passé, que les facteurs, que ce soit économiques, démographiques ou environnementaux, qui poussent au départ et qui contraignent au départ, sont aussi présents. Alors évidemment, il n'y a pas la dimension politique et la question des persécutions, mais il y a d'autres facteurs qui sont aussi comparables. Et puis, on voit aussi que c'est la question que la mobilité a toujours, depuis qu'Homo sapiens circule en Afrique et au-delà, cette mobilité, elle a toujours été là et elle est la condition de la pérennité de notre espèce humaine. Et puis des questions comme la force des réseaux. On voit aussi combien
déjà, quand Homo sapiens part, eh bien, c'est pas ça peut être un moment d'isolement, mais c'est aussi des moments de connexion forts, et ça, on le retrouve dans le présent. Et puis, la curiosité aussi de partir, les paléanthropologues, les préhistoriens ne l'évacuent pas, cette question aussi, même s'ils ne peuvent pas trop la documenter, évidemment, mais ce n'est pas complètement évacué. Ça fait partie aussi des raisons qui poussent au départ. Du coup, comment avez-vous muséifié cette exposition ? Alors, il y a eu plusieurs expos. Il y a plusieurs expos. Ce sont à la fois évidemment des objets qui incarnent notre propos, mais ce sont aussi beaucoup d'iconographie, des cartes postales, des photographies, des affiches. Il y a aussi des dispositifs audiovisuels pour rendre compte des témoignages de ceux qui vivent la migration, et ça c'est vraiment très important. Des audiovisuels qui sont d'un plus grand format, justement pour raconter l'histoire des premiers déplacements humains. Des audiovisuels qui sont là aussi très pédagogiques, pour, par exemple, sur des notions ou des pseudo-notions. Voilà, il y a des dispositifs audiovisuels. Il y a aussi un dispositif interactif aussi qui est présent. Par exemple, on met en situation le visiteur, en situation d'être au guichet. Passage obligé pour le passage de la frontière. Donc on le met en situation aussi. Et puis, autre aussi recours, et qui est très important aussi tout au long de l'exposition, ce sont toutes les installations artistiques et les œuvres d'art contemporains qui sont là, qui sont aussi un véritable dialogue entre art et science, et qui délivrent eux-mêmes leur propre message très complémentaire au message scientifique. Quelle définition donnez-vous à migration et à exil, et comment ces concepts ont-ils évolué au cours de l'histoire de l'humanité ? Alors, la notion de migration, là en tout cas dans l'exposition, elle est vue de manière très large, et on s'appuie aussi sur donc la définition que donne donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, définition des migrants, donc personne qui est née à l'étranger, qui est parti et qui vit dans un pays étranger depuis au moins 1 an, pour tout statut et tout motif confondu. Donc c'est vraiment le point de vue de l'exposition, c'est d'ouvrir largement à tout type et à la grande complexité de la migration, parce que bien souvent, en tout cas dans les médias, on va focaliser sur une figure, en l'occurrence le réfugié, ou sur d'autres figures. Donc là, on voulait vraiment montrer, ou sur des temps particuliers, le départ ou le retour. Là, on voulait englober toutes ces possibilités, toutes ces variations possibles. La question de l'exil, elle est beaucoup documentée. C'est une notion qui n'est pas juridique, elle aussi, mais elle focalise davantage sur les collègues historiens la documentent beaucoup. Elle focalise vraiment sur les questions de persécution parce que vous appartenez à un groupe minoritaire qui est visé pour des raisons religieuses ou autres. Et donc c'est derrière la question de l'exil, il y a la question de la souffrance qui est là. Il y a la question de la migration forcée. Et on sait qu'aujourd'hui, ces migrations forcées, causées par des conflits, des guerres, par des persécutions, comme je le disais, sont de plus en plus importantes. C'est ce que nous dit le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce sont des migrations forcées qui malheureusement, aujourd'hui, sont multipliées par 3 depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, qui migre, pourquoi part-il, et quelles sont les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, et qu'emporte-t-il pour migrer ? Alors, qui migre
Alors là aussi, l'exposition montre vraiment des profils très variés. Euh, euh, Déjà, bien, on peut constater, et les résultats de recherche sont là pour le signifier, que toutes les classes sociales sont concernées et toutes les classes d'âge. Alors, on peut, comme le rappelle l'exposition aussi, montrer des tendances lourdes, comme on dit, des tendances significatives, de plus en plus de femmes, de plus en plus aussi de mineurs isolés, de plus en plus de migrants étudiants diplômés. Voilà. Alors pourquoi part-on pour des raisons aussi là, très différentes, comme je le disais, migration volontaire ou migration forcée. Et puis à l'intérieur, on a différentes causes. Vraiment, c'est des causes économiques, mais pas seulement. On a tendance, là aussi, il faut casser les évidences, à dire oui, ce sont des raisons économiques qui dominent. Bien non, il y a des raisons, on l'a dit, politiques, fuir des conflits ou des persécutions, mais c'est aussi des raisons familiales. On veut rejoindre tel ou tel membre de la famille, des raisons d'études, partir pour les études, évidemment, des récréatives, parce qu'on veut passer un temps pendant un an, voire un peu plus, faire le tour du monde, etc. Donc il y a vraiment différentes raisons, et il est bien souvent, ou climatique, hein, ça fait partie aussi des raisons, quand on n'a plus de ressources et que la ressource devient plus rare, eh bien on va effectivement aller plus loin. Mais ce que montrent aussi les démographes et les géographes, c'est que majoritairement, on ne va pas très très loin. On reste dans son continent, on reste dans son pays, ça reste quand même, la migration interne, elle est quand même plus importante que la migration internationale. Ensuite, on voit bien que les migrations intracontinentales sont aussi très importantes, et dans tous les cas, quand on va fuir parce qu'on manque de ressources, parce qu'on est devant une catastrophe naturelle ou un conflit, eh bien, on va dans le pays voisin. Ça, c'est aussi quelque chose qui se répète dans le temps et qui est vraiment très documenté par les sciences sociales et humaines. Et maintenant, j'aurais une dernière question. Qu'avez-vous pensé de la conférence dans sa manière globale, de son organisation et de son déroulement tout au long de cet après-midi ? Alors, j'ai trouvé que c'était très, très, très important aussi, effectivement, et très complémentaire. Notre conférence avec Christine Vernat finalement était à une échelle très globale, globale parce qu'elle englobait différents pays dans le monde, et globale par sa temporalité. Et puis ensuite, on a eu d'autres interventions qui ont montré évidemment, par exemple, combien le contexte colonial, le contexte historique était aussi très prégnant dans l'analyse encore actuelle quand cette colonisation est passée. On voit bien combien elle est très très présente encore dans les motivations et même dans les choix de destination de migrants. Parce qu'on a appris cette langue, qu'elle nous est familière, eh bien on va plutôt viser tel ou tel pays qui parle la même langue héritée d'un passé colonial. Bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis montrer aussi, quand on voit, il était question donc du XVIIe siècle et même avant, et on voit bien, et c'est assez effrayant, comment les mécanismes se répètent. Pour autant qu'on se retrouve dans un contexte de crise économique, politique. On voit que malheureusement les mécanismes à la fois de stigmatisation d'une personne, d'une population, qui devient un bouc émissaire, la cause de tous les maux, et les mécanismes ensuite qu'on connaît, qui peuvent être d'expulsion, voire pire, de génocide. Bien, merci pour l'ensemble de vos réponses et pour avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Merci. C'est ici que se conclut cet épisode de La Forge de l'Histoire, et n'hésitez pas à suivre la série sur Radioactive.